La spécialisation, c'est un gage de sérieux, de compétence, quel que soit le statut de l'avocat et son ancienneté. La spécialisation présente des avantages indéniables. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Jeune Avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNJA. Droit de la famille, droit du numérique ou encore droit du sport, les domaines d'intervention des avocats sont nombreux. Mais comment mettre en avant ces compétences particulières et faire la différence dans une profession qui compte près de 74 000 praticiens ? En optant pour la spécialisation, répondrait sans hésiter le CNB, le Conseil national des barreaux. Mais comment obtenir cette spécialisation ? Comment la valoriser ? C'est ce que nous allons voir dans ce 9e épisode avec Camille Magnat, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales et vice-présidente province de la FNJA. Camille, bonjour. Bonjour Laurence. Quels sont les chiffres de la spécialisation au sein de la profession d'avocat ? Les chiffres les plus récents dont je dispose sont ceux au 1er janvier 2023. Sur un effectif total à cette date de 74 593 avocats, on compte 6,8% d'avocats titulaires d'un ou deux certificats de spécialisation. Cela représente un total de 5104 avocats à cette date-là, dont 50% d'entre eux sont répartis sur 7 barreaux, puisque 25% des avocats spécialistes sont à Paris, 7% à Lyon, 4% à Marseille, 4% à Montpellier, 3,5% à Bordeaux, 3,5% dans les Hauts-de-Seine et 3% à Lille. Il y a en France 8 barreaux qui ne disposent d'aucun avocat spécialiste inscrit au tableau et 14 barreaux qui n'en ont qu'un seul. On note depuis 2020 un nombre d'avocats en exercice titulaires d'un ou deux certificats de spécialisation en baisse, puisque ce nombre est passé de 5 587 à 5 104, donc soit près de 500 avocats en moins en 3 années. On constate aussi une répartition assez inégale selon les matières. En effet, 50% des certificats de spécialisation délivrés par le CNB concernent seulement 4 mentions de spécialisation. Il s'agit du droit du travail, du droit du dommage corporel, du droit public et du droit de la famille, des personnes ou de leur patrimoine. Enfin, parce que c'est important de conclure sur une note plutôt positive, le taux de réussite global aujourd'hui est de 76%, donc c'est quand même un taux de réussite assez important. Quelles sont les spécialisations qui existent ? Il existe une liste de 28 mentions de spécialisation qui a été publiée initialement le 28 décembre 2011 et modifiée ensuite par un arrêté du 20 octobre 2021. Pardon d'avance pour cet inventaire à la Prévert, mais il est important de les rappeler. Le droit de l'arbitrage, le droit des associations et des fondations, le droit des assurances, le droit bancaire et boursier, le droit commercial et des affaires et de la concurrence, le droit du crédit et de la consommation, le droit du dommage corporel, le droit des enfants, le droit de l'environnement, le droit des étrangers et de la nationalité, le droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, le droit de la fiducie, le droit fiscal et le droit douanier, le droit des garanties, des sûretés et des mesures d'exécution, le droit immobilier, le droit international et de l'Union européenne, le droit du numérique et des communications, le droit pénal, le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la protection des données personnelles, le droit public, le droit rural, le droit de la santé, le droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, le droit des sociétés, le droit du sport, le droit des transports et enfin le droit du travail. Il existe également une spécialisation en procédure d'appel. Tout le monde ne peut pas la passer ? Non, bénéficient de plein droit de cette mention de spécialisation en procédure d'appel uniquement les anciens avoués devenus avocats ou les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et qui justifie au plus tard le 1er janvier 2012 de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué. Combien de certificats un avocat peut-il obtenir ? Un avocat ne peut pas obtenir et faire usage de plus de 2 mentions de spécialisation. C'est prévu par la loi du 31 décembre 1971. Cependant, le candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation a la possibilité de solliciter le bénéfice de ce que l'on appelle une qualification spécifique. Cette qualification spécifique permet en fait de préciser un champ juridique d'intervention privilégié au sein même de la mention de spécialisation. Je prends l'exemple du droit public. Les avocats candidats au certificat de spécialisation sollicitent la qualification spécifique droit de l'urbanisme, droit de la fonction publique ou encore droit de la commande publique. Ce choix-là est fait par le candidat au moment de sa candidature. Elle est exposée dans le courrier qui est destiné au président du Conseil national des barreaux, qui est une des composantes du dossier de candidature que l'on détaillera plus tard. Il n'y a pas en réalité de liste limitative de ces qualifications spécifiques, mais le CNB propose sur son site internet une liste d'ores et déjà validée.
En effet, toute nouvelle qualification spécifique sera soumise à la validation préalable de la commission formation professionnelle. On peut citer 3 critères pour qu'une qualification spécifique soit validée. Tout d'abord, cette qualification doit se rattacher au champ juridique de la spécialisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à travers cette qualification spécifique, revendiquer une autre spécialisation. Ensuite, il faut qu'elle ait un caractère juridique, bien évidemment. Et enfin, il ne faut pas que le libellé de cette qualification spécifique puisse être redondant avec la mention de spécialisation. Je prends un exemple. La qualification spécifique droit de la famille sous la mention droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine ne serait pas acceptée. Alors, pour des exemples qui ont été validés depuis 2021 comme qualification spécifique, je peux citer sous la mention droit du sport, droit des sports mécaniques. Ou encore sous la mention droit des étrangers et de la nationalité, il a été validé la qualification spécifique droit de l'immigration professionnelle. Le choix de cette qualification spécifique est important, car en échangeant avec les personnes qui avaient passé l'entretien avant moi notamment, j'ai noté que les questions du jury pouvaient être orientées au regard justement de la qualification spécifique qui était sollicitée par le candidat. De la même manière, je me rappelle qu'au début de mon entretien, il avait été souligné que je ne demandais justement pas de qualification spécifique sur la mention de spécialisation droit public parce que j'avais expliqué que j'étais amenée dans l'exercice de ma pratique professionnelle à intervenir sur toutes les matières du droit public. Les avocats peuvent afficher leur domaine de compétences. Quels sont donc les avantages d'avoir un certificat de spécialisation ? Votre question, Laurence, est parfaitement légitime et je pense que beaucoup de confrères se la posent. La communication est réglementée par l'article 10 de notre règlement intérieur national qui distingue 2 choses. D'une part, la publicité fonctionnelle, c'est-à-dire celle qui est destinée à faire connaître la profession dans son ensemble et qui relève de la compétence des institutions représentatives, et la publicité personnelle d'autre part, qui s'entend comme toute forme de communication qui est gérée par l'avocat lui-même et qui est destiné à faire connaître la teneur de ses services. Aujourd'hui, l'avocat a la possibilité d'afficher au titre de cette publicité personnelle non seulement là où les spécialisations dont il est titulaire, avec les qualifications spécifiques, mais aussi, selon cet article 10.2 du RIN, c'est domaine d'activité dominante, c'est le terme exact. Le RIN indique que l'information à ce titre doit résulter d'une pratique professionnelle effective et habituelle de l'avocat dans le ou les domaines correspondants. Mais il n'existe pas de véritable contrôle de la réalité de cet engagement. Il n'existe pas notamment, et on peut le regretter, une obligation de formation continue de l'avocat dans les domaines affichés comme domaine d'activité dominante. À l'inverse, pour revendiquer une spécialisation en une ou plusieurs matières, l'avocat se soumet à un contrôle de ses pairs. Un contrôle, a priori, par la délivrance de ce vrai certificat qui nécessite la présentation d'un dossier de candidature fourni et exhaustif, nous en parlerons tout à l'heure, ainsi que la soutenance de cette demande à l'oral au cours d'un entretien très formel. Et puis un contrôle a posteriori, à savoir la satisfaction d'une obligation de formation continue spécifique. Là aussi, on en parlera tout à l'heure en détail. Donc finalement, le terme qui distingue vraiment la spécialisation du domaine d'activité dominante, c'est le terme certification, qui appelle en fait à cette notion de justificatif, de diplôme. D'ailleurs, l'obtention de la mention de spécialisation permet à l'avocat de se voir délivrer un vrai diplôme que beaucoup affichent dans leur bureau ainsi que sur leur site internet. De la même manière, le CNB communique à l'avocat qui a obtenu cette spécialisation le logo spécialiste mis à sa disposition qu'il peut apposer sur tous ses supports de communication et notamment sur son papier en tête. Moi-même, j'ai d'ailleurs tendance à valoriser cette notion de certification en me présentant comme avocate titulaire d'un certificat de spécialisation. Cela fait référence à l'examen que j'ai passé, notamment cet oral dont je garde un souvenir mémorable en raison d'une certaine forme de stress que j'ai pu ressentir, ainsi qu'au diplôme obtenu. Je dis souvent d'ailleurs que j'ai eu l'impression d'aller repasser le grand oral du CRFPA et j'en parlerai plus longuement tout à l'heure. Il est regrettable que le terme spécialiste soit un peu tombé dans le langage courant, bien que les ordres aient pour mission de contrôler son usage, qui ne doit être fait que par des avocats titulaires du certificat de spécialisation. Peut-être, justement, ce terme de certification serait plus approprié. Dans la carrière d'un avocat, y a-t-il un bon moment pour se spécialiser ? Je pense qu'avant tout, le bon moment, c'est lorsqu'on en a envie et bien sûr, lorsqu'on s'en sent capable. Je pense à l'un de mes amis qui est spécialiste en droit fiscal à Montpellier et qui avait décidé de passer sa spécialité dès qu'il a eu la possibilité de le faire, c'est-à-dire à l'issue des 4 années de pratique continue. Et il m'a beaucoup aidé et conseillé.
Je trouve un peu dommage d'ailleurs que cette durée de pratique continue ne puisse pas être plus souple, car par exemple, je pense à des confrères qui ont suivi dès le début de leur exercice professionnel des formations diplômantes comme des diplômes universitaires, pour lesquels une durée réduite pourrait peut-être être envisagée. Il faut savoir qu'au titre de la pratique continue est pris en compte l'exercice en tant qu'avocat, mais également d'autres services du moment que la matière est pratiquée. C'est par exemple le cas pour les professeurs d'université, les juristes, les autres professions juridiques, du moment qu'il est justifié une pratique en la matière dont il est demandé la spécialisation. Quel que soit le statut de l'avocat et son ancienneté, à mon sens, la spécialisation présente des avantages indéniables. C'est d'une part une satisfaction personnelle incontestable, il y a une vraie dimension individuelle dans l'obtention d'un certificat de spécialisation. À titre personnel, j'avais cet objectif en tête depuis le début de mon exercice professionnel. Je pense sincèrement que c'est une plus-value aussi d'autre part vis-à-vis des justiciables, des clients, des pairs et des autres professionnels du droit, car la spécialisation, c'est une sorte de reconnaissance ab initio de la compétence de l'avocat en une matière. Et cela permet nécessairement à ce dernier de valoriser cette compétence, et ce, quel que soit son mode d'activité. Concrètement, quelles sont les formalités à accomplir pour obtenir un certificat de spécialisation? Alors, outre la règle des 4 années de pratique continue en la matière que nous avons évoquée, de manière très formelle, la candidature doit être soumise en ligne sur une plateforme qui est dédiée sur le site du Conseil national des barreaux. Il y a plusieurs pièces à fournir, notamment un curriculum vitae, une attestation d'inscription à un ordre. Si votre pratique professionnelle a été acquise grâce à une fonction autre qu'avocat, évidemment, les attestations de vos anciens employeurs mentionnant la durée du service effectué et la nature des fonctions occupées. Une attestation de suivi de l'obligation de formation continue au cours des 2 dernières années qui est délivrée aussi par votre ordre. Une attestation de paiement de cotisation à l'ordre ainsi qu'au Conseil national des barreaux. Une note de synthèse, dont de la pratique professionnelle sur les 4 dernières années en lien avec le domaine de spécialisation revendiqué qu'on détaillera plus tard puisque c'est le gros de ce dossier de candidature. Et enfin, une déclaration sur l'honneur qui est accompagnée d'une liste de documents justifiant des activités, travaux ou publications réalisées à titre individuel. Ce peut être par exemple des articles juridiques qui ont été publiés par le candidat ainsi que des justificatifs de dispense ou d'accomplissement de formation en la matière. Il faut bien se renseigner en amont car le CNB fixe en réalité un vrai calendrier, notamment des dates limites pour déposer les dossiers en fonction de la période d'entretien envisagée. Par exemple, pour ma part, je me rappelle mon entretien c'était le 16 mars et je disposais d'une date qui était au mois de décembre, qui était la date limite pour présenter mon dossier. Pourquoi je dis cela? C'est parce que auprès des tiers et notamment de votre ordre, si vous avez besoin d'attestation à demander, il faut anticiper un peu et pas attendre forcément le dernier moment qui pourrait avoir pour effet de vous empêcher de présenter ce dossier au moment venu. Une fois donc que ce dossier est complet, c'est la commission formation du Conseil national des barreaux qui va vérifier la recevabilité de votre candidature, notamment si vous justifiez de cette pratique continue en la matière. Et le Conseil national des barreaux procède à la désignation du Centre régional de formation professionnelle, du CRFPA, qui va organiser l'entretien. Et le CNB va également nommer les membres du jury. Une fois que les membres du jury sont nommés, votre dossier par l'intermédiaire du CNB est transmis au jury, dont un des membres est rapporteur de votre candidature. Revenons à la note de synthèse. Comment la préparer? Je le disais, c'est véritablement le point le plus complexe de la constitution du dossier de spécialisation. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu être conseillée, orientée et aidée par des confrères qui ont passé la spécialisation avant moi. C'est aussi les raisons pour lesquelles aujourd'hui je suis très heureuse de partager mon expérience avec l'ensemble des auditeurs qui écouteront ce podcast. Je vous conseille d'adopter la forme d'un tableau en format paysage, en évoquant vos dossiers un par un dans un ordre chronologique qui peut être croissant ou décroissant. Je me suis d'ailleurs replongée dans mon dossier pour préparer ce podcast et dans ce fameux tableau, j'y avais présenté les dossiers que j'ai traités, tant mes dossiers à titre personnel que des dossiers également que j'avais traités quand j'étais en
collaboration. J'avais distingué les dossiers traités quand j'étais collaboratrice avec un petit astérisque. J'ai passé mon certificat de spécialisation en 2023 et je me suis installée en janvier 2020. Durant 5 ans avant mon installation, j'avais travaillé en collaboration pour un cabinet dont les 2 associés étaient d'ailleurs tous 2 spécialistes et je les remercie car ils m'ont poussé à obtenir cette spécialisation et m'ont délivré pour cela une attestation attestant des missions accomplies dans le cadre de ma collaboration. Dans ce tableau donc, j'avais commencé par le dossier le plus ancien que je souhaitais présenter et j'avais numéroté mes dossiers de 1 à 90. S'agissant du nombre de dossiers, je rassure les auditeurs, il n'y a pas de règle. On dit généralement qu'il est apprécié de présenter environ une 60aine de dossiers. Dans mon tableau, je notais donc dans une première colonne le numéro 1, 2, 3, 4. Ensuite, le mois et l'année du début du dossier pour pouvoir me repérer un peu chronologiquement. Dans une 3e colonne, la désignation du dossier, c'est-à-dire le nom des parties. Puis, dans une 4e colonne, le domaine. Est-ce qu'il s'agissait de contentieux ou de conseil? Puisqu'en droit public, on est amené à intervenir dans les 2 domaines. Dans la colonne suivante, je parlais de la thématique. Et dans cette partie, j'indiquais par exemple si le dossier concernait du droit de la responsabilité administrative ou du droit de l'urbanisme, du droit de la fonction publique, vraiment la matière plus précise au sein même du droit public. Et j'ai ajouté une petite explication sur les motifs en réalité de la saisine et l'objet de la procédure ou de la consultation sollicitée. Et enfin, dans une dernière colonne, j'indiquais quelles étaient les diligences ou les missions que j'avais accomplies. Par exemple, je notais si j'avais déposé un recours devant le tribunal administratif de telle ville, si le jugement avait été rendu et à quelle date. En matière de conseil, j'indiquais si j'avais rédigé une consultation détaillée ou si encore j'avais rédigé un projet de recours gracieux. Je conseille vivement de numéroter les dossiers présentés, ce qui permet de se constituer dans un dossier au niveau du bureau de l'ordinateur ou de votre logiciel de gestion, un recueil des actes, des décisions de justice, des justificatifs, des diligences accomplies. Pourquoi ? Parce que le jury, en tout cas le rapporteur, peut être amené préalablement à l'entretien à solliciter le candidat pour qu'il transmette des actes. Et ces actes devront être transmis très rapidement et de manière anonymisée. Donc si le dossier est très bien organisé en amont et si vous avez une numérotation qui vous permet de dire dans tel dossier je peux aller récupérer l'acte, cela vous permettra de transmettre rapidement et forcément en diminuant un peu le stress et l'inquiétude qu'il peut y avoir lorsque l'entretien approche. C'est ce travail-là qui est un peu long et fastidieux qui fait la difficulté de la réalisation de cette note de synthèse et du dossier de candidature de la spécialisation. Contrairement à ce que l'on peut croire, et je l'ai cru moi-même pendant longtemps, c'est pour ça que je veux le dire, il n'est pas requis de transmettre ab initio dès le stade de votre candidature tous les actes et toutes les décisions qui seraient préalablement anonymisées. Il faut que vous puissiez les avoir à disposition si on vous les demande, être en mesure de les transmettre rapidement, mais ce n'est pas la peine de les transmettre dès le départ. S'agissant de la méthode de travail, moi ce que je conseille aux potentiels candidats, c'est de se donner des objectifs mais qui soient réalisables. Vous pouvez vous dire, tel jour, je fais mes dossiers de 1 à 5. Tel jour, je fais mes dossiers de 6 à 10. Ne vous dites pas et évitez à tout prix de vous dire, allez, ce week-end, je sors mon dossier, même si je dois y passer des nuits blanches. Vous allez certainement vous dégoûter très rapidement. Passons à l'entretien. Comment le préparer ? L'entretien, c'est le moment le plus stressant de toute cette étape d'obtention du certificat de spécialisation. C'est assez déstabilisant car même si l'avocat est habitué au stress, à la prise de parole, je pense qu'on n'est pas préparé à l'idée même de repasser un oral aussi formel. Et en discutant avec certains confrères, c'est aussi ce qui effraie dans la démarche de passer la spécialisation. On est habitué à être d'une certaine façon évalué par nos clients, par les magistrats, mais dans un environnement comme un tribunal qui nous est finalement assez familier. Là, on se retrouve face à un jury d'examen qui appelle à nos souvenirs d'étudiants, et pas forcément les meilleurs. Comme je disais, j'ai vraiment eu la sensation d'aller repasser mon grand oral du CRFPA. En réalité, le candidat est destinataire d'une convocation au moins 15 jours avant pour lui donner l'heure et le lieu de cet entretien puisqu'il se déroule au sein d'un CRFPA. Et comme je le disais précédemment, le Conseil national des barreaux met en ligne bien en amont un calendrier des entretiens. Donc en réalité, on connaît en avance le jour de l'entretien, ce qui permet au candidat de se positionner d'ores et déjà ou de bloquer cette journée lorsqu'il dépose sa candidature.
Alors moi, je donnerai plusieurs conseils aux futurs candidats. Tout d'abord, dès que vous connaissez votre date et votre heure de passage, je vous conseillerais de vous organiser pour pouvoir arriver sereinement, donc bien en amont. Il n'y a rien de pire qu'arriver en retard, ce qui est nécessairement une source de stress. De la même façon, si vous êtes dans l'impossibilité de vous présenter à l'heure qui vous est attribuée, n'hésitez pas à contacter le CRFPA. Par exemple, j'ai moi-même accepté d'inverser mon heure de passage avec une consoeur parisienne qui devait repartir à Paris plus tôt pour aller récupérer ses enfants et je n'y ai vu absolument aucun inconvénient. Moi, j'ai passé ma spécialité à l'école des avocats de Lyon, à l'EDARA. Mon entretien était fixé à 16h. Je suis arrivée à Lyon aux alentours de 11h midi. J'étais très en avance, mais vraiment le temps de préparation dont j'ai pu disposer avant m'a permis de relire tranquillement mes actualités, de relire mon dossier, de me poser, de pouvoir déjeuner tranquillement, d'être très concentrée. Je pense que c'est une bonne formule quand on peut se le permettre. Il faut pouvoir effectivement s'organiser et pouvoir bloquer sa journée. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour les personnes qui peuvent le faire, je le conseille vraiment. Ensuite, je vous conseille d'être confiant quant à vos connaissances, votre expérience et votre parcours. Les questions qui vous seront posées sont généralement des questions pour s'assurer de la réalité des pratiques de la matière et des éléments que vous présentez dans votre dossier. Et ce dossier, c'est votre dossier. Il y a d'ailleurs un aspect d'introspection personnelle lorsqu'on le constitue qui est assez intéressant. Je me rappelle d'ailleurs du conseil de mon associée qui est elle-même spécialiste en droit public, qui l'avait passé avant moi, qui m'avait dit « Ne t'inquiète pas, tu sais, et si tu ne sais pas, tu sauras montrer que tu sais où aller chercher ». Par exemple, un des membres du jury m'a posé une question très précise sur une application de la loi Montagne en référence à mon parcours personnel et à mon cabinet secondaire créé à Annecy. Je ne connaissais pas du tout la réponse et nécessairement j'ai été un peu déstabilisée, mais je me rappelle avoir rebondi sur cette question en faisant un parallèle avec des règles plus générales en droit d'urbanisme que je connaissais. Il faut en fait envisager cet entretien comme une vraie discussion, un vrai échange. Imaginez-vous discuter avec des confrères à la sortie d'une audience. Cela permet de relativiser l'aspect stressant et impressionnant du format d'entretien devant un jury. Enfin, je vous conseille de ne pas vous stresser outre mesure sur l'actualisation de vos connaissances et là encore de vous faire confiance. Vous n'avez pas besoin de tout connaître de manière exhaustive. En revanche, il faut effectivement que vous ayez en tête les principales actualisations de la matière pour laquelle vous sollicitez le certificat de spécialisation. Ce qui, à mon sens, découle de la démarche en elle-même. N'hésitez pas à mettre en œuvre une méthode quelques mois avant votre entretien. Par exemple, vous pouvez vous abonner à une revue ou à une newsletter juridique en la matière pour disposer d'éléments synthétiques. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à des formations d'actualisation. Et le jour de l'entretien, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à évoquer les actualités que vous pourriez avoir en tête ce jour-là. Qui compose ce jury ? Alors, le jury est composé de 2 avocats, des avocats spécialistes en la matière, dont l'un est désigné rapporteur de votre dossier de candidature et l'autre préside le jury. Il y a également un professeur ou un maître de conférence en activité ou émérite qui est chargé d'un enseignement dans le domaine de spécialisation sollicité. Et enfin, un magistrat en exercice ou honoraire qui lui aussi exerce dans le domaine de spécialisation sollicité. Quel coût représente la demande de passage de certificat de spécialisation ? Alors, les droits d'inscription pour passer le certificat de spécialisation, aujourd'hui, sont d'un montant de 800 € et le règlement est demandé aux candidats dès le dépôt du dossier d'inscription. Ces droits tiennent compte des coûts de gestion administrative ainsi que du défraiement des membres du jury et des frais de remboursement qui peuvent être engagés par le CRFPA qui organise l'entretien. À ce coût forfaitaire, nécessairement, s'ajoutent les frais de déplacement que le candidat va être amené à engager pour se rendre à l'entretien de spécialisation. Et comme je l'ai indiqué, je conseille véritablement au candidat d'arriver suffisamment en avance, ce qui peut inclure malheureusement, si l'entretien est le matin, parfois des frais d'hébergement ou des frais d'hôtel pour justement arriver dans de bonnes conditions. Une fois ce certificat obtenu, quelles obligations s'imposent à l'avocat spécialiste pour conserver sa spécialité ? L'avocat a le droit de faire mention de sa spécialisation. Et ce droit est conditionné par le respect d'une obligation de formation continue qui est particulière pour l'avocat spécialiste. Ce que j'indiquais lorsque je parlais de la plus-value que représente la mention de spécialisation, en réalité, l'avocat spécialiste,
au sein des 20 heures de formation continue obligatoire qu'il doit effectuer au cours d'une année civile, doit consacrer au minimum 10 heures de formation par an dans le ou les domaines de spécialisation dont il est titulaire. C'est une obligation qui découle de l'article 85 du décret du 25 novembre 91 et cette obligation de formation continue pour les avocats spécialistes est contrôlée par les ordres puisque le bâtonnier peut mettre en demeure l'avocat spécialiste de justifier du respect de cette obligation et, à défaut, le Conseil de l'ordre peut même interdire à l'avocat spécialiste de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation, sachant que si tel est le cas, l'avocat spécialiste peut tout de même être entendu dans un délai qui est d'au moins 8 jours. Y a-t-il un risque à se spécialiser trop tôt ? Je ne pense pas qu'il y ait un risque véritablement à se spécialiser trop tôt, au contraire. La seule vraie difficulté pour le jeune avocat est de savoir quelle matière, au singulier mais aussi au pluriel, emporte véritablement son engouement et son appétence. Parce que c'est compliqué, lorsqu'on commence à exercer, de savoir véritablement ce qu'on aime, de même qu'il est compliqué de savoir le mode d'exercice qui nous correspond le mieux. Un avocat qui a étudié le droit public à l'université peut parfaitement découvrir, à l'occasion de son exercice professionnel, le droit pénal et devenir un excellent pénaliste, de même qu'un privatiste peut aussi, s'il se forme et s'il en a envie, devenir un très bon publiciste. Il n'y a pas de cloisonnement et certainement pas au stade du début d'exercice. Tout le monde a le droit de tâtonner, de se tromper, de prendre des chemins différents. En revanche, je pense très sincèrement que les plus jeunes doivent avoir cette idée de trouver leur matière et donc ce réflexe spécialisation. D'ailleurs, je sais que le Conseil national des barreaux cherche à sensibiliser aussi les élèves avocats. Pourquoi ? Parce que la spécialisation, quelle que soit l'ancienneté de l'avocat, c'est un gage de sérieux, de compétence, mais aussi de travail et de volonté. Parce qu'il faut de la volonté pour préparer et surtout terminer son dossier de candidature. Volonté dont les jeunes avocats doivent se saisir et ce, même en collaboration, à partir du moment où ils développent une appétence pour une certaine matière. De la même manière, je pense très sincèrement que les cabinets collaborants doivent encourager les collaborateurs intervenant dans un domaine à se spécialiser. C'est une plus-value pour l'avocat collaborateur, mais c'est aussi une plus-value pour le cabinet de manière générale. D'ailleurs, le droit à cette spécialisation est rappelé par l'article 14.3 du RIN relatif au contrat de collaboration. Il est bien précisé au titre de la spécialisation que l'avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation et que le cabinet doit lui confier des travaux qui relèvent de la spécialisation recherchée si le collaborateur, qu'il soit libéral ou salarié, souhaite acquérir cette spécialisation. Je ne pense pas que la spécialisation, voire l'hyperspécialisation, soit un frein de développement de clientèle pour le jeune avocat. Au contraire, je le vois plutôt comme une valorisation et comme la possibilité de développer de la clientèle dans une matière qu'on a choisie, qu'on maîtrise et qu'on aime. Et cela me paraît plus confortable que de pratiquer toutes les matières avec parfois le risque de se retrouver démuni, de perdre du temps et de l'énergie. Le certificat de spécialisation est-il assez valorisé par la profession ? Alors, ce que l'on peut regretter, c'est le manque de contrôle de l'usage des termes réservés aux spécialistes, en parallèle de la grande permissivité donnée s'agissant des domaines d'activité dominante qui, en réalité, eux, ne sont pas vraiment contrôlés. Comme je l'indiquais, l'usage du terme spécialiste, spécialisé, spécialité, spécialisation, ou encore le fameux logo qui a justement été instauré par le Conseil national des barreaux pour reconnaître la qualité d'avocat spécialiste, ne peut être utilisé sur tous les supports que par des avocats titulaires du certificat de spécialisation. Or, il suffit aujourd'hui de taper avocat spécialiste en telle matière sur Internet pour tomber sur des sites Internet de confrères qui en réalité ne sont pas titulaires de certificat de spécialisation. Et les justiciables ne savent pas toujours à quoi correspond ce terme de spécialisation. D'ailleurs, certains confrères utilisent également le terme expert. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de certification, qui a le mérite d'évoquer la notion d'écrit, de diplôme, et donc d'examen et de contrôle. En outre, il faut qu'il y ait un vrai contrôle organisé par les ordres. Il en va, à mon sens, de la crédibilité et de l'image de notre profession. L'article 10.2 du RIN, qui est relatif à la communication de l'avocat, indique que lorsque l'avocat communique sur la nature des prestations de services proposées, sous-entendu parle de ses domaines d'activité dominante,
il doit procurer une information sincère et sans prohiber toute publicité mensongère ou trompeuse. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de contrôle instauré sur ces obligations-là. Et je sais aussi que le Conseil national des barreaux s'inquiète de cette situation et de la difficulté de la réalisation de ce contrôle. Les ordres et les bâtonniers doivent avoir une certaine vigilance quant aux publications et aux présentations qui sont faites par les confrères au sein même de leur barreau. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je pense que le terme certification est même plus approprié que le terme de spécialisation. Obtenir un certificat de spécialisation demande donc du temps et de l'investissement. La balance coût-avantage est-elle tout de même en faveur de cette démarche ? Personnellement, la seule chose que je peux regretter, c'est de ne pas l'avoir passé plus tôt. J'avoue avoir un peu procrastiné, mais le projet de création de mon ARP m'a donné véritablement l'impulsion pour terminer mon dossier et le présenter. J'ai eu la chance incroyable que ma merveilleuse associée me pousse dans cette démarche, elle-même titulaire de ce certificat qu'elle avait obtenu 2 ans auparavant. Et être toutes les deux spécialistes nous a donné confiance, nous a insufflé un certain dynamisme et beaucoup d'envie dans nos perspectives de développement de clientèle en droit public. Je pense au sujet du précédent podcast sur les marchés de prestations de services juridiques. Nous, avocats publicistes, sommes régulièrement amenés à candidater et les certificats de spécialisation font souvent partie intégrante de l'évaluation de la valeur technique des avocats candidats pour les collectivités. Aujourd'hui, je suis très fière d'être titulaire de ce certificat de spécialisation. Je n'hésite pas à le valoriser et je n'hésiterai pas à conseiller aux confrères qui le souhaitent de passer ce certificat de spécialisation. Voilà qui devrait convaincre les plus récalcitrants de franchir le pas de la spécialisation. Merci Camille Magna pour ces conseils et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat.